Merci. Et je présente pour finir la troisième intervenante, Corinne François Denève, qui est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Bourgogne. Elle a publié des traductions des autrices scandinaves du temps de Strindberg, Anne-Charlotte Lefleur, Victoria Benedictson et Frida Steenhoff. Elle participe donc à leur désinvisibilisation. Par ailleurs, elle a aussi une compagnie de théâtre, Freya et ses chattes, qui donne voix à ce patrimoine. Sa communication a pour titre Notre muse Sylvia Plath comme figure fictionnelle, et je lui laisse la parole. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'aperçois que, en fait, une erreur s'était glissée dans ma présentation et ça doit être le correcteur automatique qui a corrigé matrimoine en patrimoine, comme c'est étonnant, puisqu'en effet, Freya et ses chattes visent à désinvisibiliser le matrimoine. Le patrimoine, c'est bon, on n'a pas trop besoin. Voilà. Alors, je vais essayer aussi de partager mon écran. Et pendant que je fais cela, je vais remercier les organisatrices de ce colloque, en fait, extrêmement stimulant et puis aussi bienveillant. Donc, les deux n'étant pas fréquents, autant le souligner. Je vais donc vous parler de Sylvia Plath. Alors, Plath ou Plath, on a un choix de prononciation selon que l'on prononce à l'américaine ou à l'allemande, Plath étant aussi le produit de constellations européennes. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, donc au cas où, en fait, en prologue, je vais rappeler un petit peu qui est cette grande malheureuse, peut-être pour faire le lien avec la communication de Marion qui précédait. C'est donc l'autrice d'un seul roman, The Bell Jar, ou La cloche de détresse, en français, de nouvelles, de journaux, et aussi une poétesse. Toutes ces œuvres sont désormais quasiment traduites en français. La meilleure édition à conseiller étant en fait le Quarto de Gallimard, qui reprend justement des traductions et qui a un appareil critique tout à fait remarquable. Sylvia Plath est aussi connue pour sa vie, et en particulier son mariage avec Ted Hughes, futur poète lauréat anglais, et aussi pour son suicide en 1963, qui l'a transformé en mythe. Vie et œuvre, les deux sont intimement liés chez Plath, et son œuvre est problématique dans un grand nombre de sens. Déjà à cause de ce statut mythique, ensuite parce que les interprétations sont forcément posthumes, mais aussi parce qu'il ne cesse de surgir des archives qui éclairent l'œuvre d'un jour nouveau, et que du coup, en fait, on ne sait toujours pas quelle est l'œuvre de Sylvia Plath, parce qu'on ne sait pas si on a toutes les œuvres, et puis aussi parce qu'il y a des problèmes d'édition, donc on ne sait pas comment on la reçoit. Alors je reviens sur ces problèmes d'édition qui sont bien connus des admiratrices et des admirateurs de Plath. En effet, lorsqu'elle se suicide en 1963, la personne qui hérite du droit moral sur son œuvre, c'est son mari, dont elle est séparée, Ted Hughes. Ce qui se passe donc, en fait, c'est que l'œuvre de Plath, à ses débuts, passe sous la coupe d'une autorité autre, masculine, et que en fait, le regard de Hughes et ses choix d'édition vont forcément influencer la réception de Plath. Ce qui se passe, c'est en effet que Ted Hughes va caviarder un certain nombre de pages, voire de carnets du journal de Plath. Et puis, pour le recueil de poésie auquel elle travaillait au moment de sa mort, il va choisir d'éliminer un certain nombre de poèmes et puis surtout de l'éditer dans un ordre qui fait qu'on a l'impression que Plath est véritablement cette figure de poétesse suicidaire attendant la régénération par la poésie. Alors, le geste de Hughes, qui est une sorte de mutilation, de nouvelle violence, a été réparé puisque sont parus plus tard les journaux non abrégés de Plath et puis la collection de poèmes Ariel dans le fac-similé tel que le voulait Plath au moment de sa mort. Pour les journaux, en fait, l'édition a été faite par une archiviste de Smith, l'université de Plath, Karen V. Kuckhill. Et pour l'édition d'Ariel, on note que c'est la fille de Plath, qui est peintresse et poétesse, qui a présidé en fait à l'édition. Et on pourrait sans doute considérer que ces deux femmes forment une première
une constellation féminine en fait, de femmes qui œuvrent à réparer justement une œuvre abîmée par d'autres mains. Je dis juste que Frida Hughes, quand elle réédite l'œuvre de sa mère, ne s'en prend pas à son père, mais comme vous le voyez, alors je ne lirai pas les citations sur les slides pour gagner un petit peu de temps, mais voilà, en fait, elle considère qu'il y a donc deux œuvres, celle qu'a édité son père et celle qu'aurait voulu sa mère, et elle n'y voit pas beaucoup de conflits. Il n'en reste pas moins que Frida, en fait, a quand même réparé l'acte de mutilation de son père. Et pour être toujours dans le symbolique, parce que ça a énormément d'importance dès qu'on parle de place, je vous rappelle aussi qu'il y a toujours eu une controverse autour de la tombe de Sylvia Plath, puisqu'elle est enterrée sous son double nom de jeune fille et de femme mariée, et que pendant de très longues années, le nom de Hughes a été arraché ou dissimulé, en fait, parce qu'on considérait qu'elle n'avait pas à être enterrée sous ce nom-là. Donc là aussi, il y avait une constellation de femmes allant arracher le nom du mari maltraitant sur la tombe de Plath. Alors, je voudrais m'intéresser aujourd'hui aux constellations dessinées autour de Sylvia Plath, et j'ai presque envie de mettre Sylvia Plath entre guillemets, Sylvia Plath. La vie et l'œuvre de Plath sont en effet tellement imbriquées qu'on parle d'un mythe ou d'une persona plus que d'un seul texte, ce qui explique sans doute justement aussi cette multiplicité de constellations, leur plasticité. Et ma thèse est justement que ces constellations sont des constructions extrêmement contestables et que peut-être justement dans le cas de Plath, il faudrait faire autre chose. Mais c'est juste une thèse que je vous soumets. Alors première chose, déjà, la figure de la constellation, elle est extrêmement pertinente dans le cas de Plath, autrice d'Ariel, fan de Ouija et d'horoscope. Et les étoiles, en fait, ont beaucoup à faire dans son œuvre, comme le prouve un de ses poèmes, Stars Over the Dordogne, où vous retrouvez justement la mention de constellation, en fait, dans la strophe que je vous ai isolée. Constellation, c'est aussi un terme que l'on trouve souvent sous la plume des critiques et des exégètes de Plath. Et puis, ne serait-ce qu'en jetant un petit regard sur Internet, lorsque vous cherchez des choses sur Sylvia Plath, vous tombez sur des PowerPoint qui ont été faits par des enseignants, en fait, à but pédagogique. Et c'était assez fascinant. J'ai pas fait exprès, hein, voilà. Mais c'était assez fascinant de voir que, alors, les slides proposent des modèles, mais c'est souvent des cartographies stellaires qui sont proposées et sur lesquelles on surimpose le nom de Plath, comme si elle avait affaire avec les constellations, justement. Alors, le mot de constellation est employé donc chez Plath. Je vous ai donné un exemple avec Stars Over the Dordogne. Je n'ai pas non plus été rechercher dans toute l'œuvre quels étaient les emplois de constellation, mais il n'en reste pas moins que dans son roman, qui s'appelle donc La cloche de détresse, lorsque l'héroïne envisage la destinée d'une femme, alors ce n'est pas exactement la figure de la constellation, mais c'est la figure des embranchements comme des branches de figuier. Donc en quelque mesure aussi une idée de projection qui me semble rejoindre quand même l'idée de constellation, sachant qu'un autre antimodèle féminin dit dans ce roman qu'une femme doit être l'endroit d'où part la flèche, le mari étant la flèche. Donc aux hommes, la projection, la trajectoire, et à la femme, l'immobilité, tandis que en fait, Plath s'insurge contre ça avec son idée du figuier et des branches ou de la constellation. Alors deuxième chose, Plath est une muse, d'où l'origine de constellations féminines et ou féministes. Et ça, on peut difficilement en fait soutenir le contraire. En effet, Plath est une figure tutélaire pour nombre d'autrices, comme en témoignent les multiples intertextes dont je vais parler un petit peu plus tard. Et aussi, Plath est une référence en théorie littéraire féministe. Ça s'explique en fait par ses œuvres. Elle écrit de la confessional poetry, genre supposément féminin. Et puis on considère que The Bell Jar est un Bildungsroman au féminin qui justement décrit les limitations des espérances d'une femme dans une société patriarcale. Ce qui fait aussi de Plath un mythe féministe, c'est sa relation avec Ted Hughes. Plath est pensée comme l'exemple d'autrice invisibilisée par un maître viril tout-puissant. Alors, je n'ai rien à dire ici sur Ted Hughes, ce n'est pas mon propos. Je me contente juste de mentionner d'autres constellations, c'est-à-dire des titres d'ouvrages autour de Plath,
qui s'appelle Poison, Poison c'est Ted Hughes, qui s'appelle Her Husband, encore une fois Ted Hughes, ou encore The Silent Woman, donc la femme silencieuse ou la femme silenciée, on se demande. Donc Place est véritablement vue comme cela. En 1978, Sandra Gilbert, grande prêtresse de la théorie féministe, a écrit un article sur Place qui s'intitule A Fine White Flying Myth, Confessions of a Place Addict. Addiction, le mot est fort. La relation à Place, même critique, est donc de l'ordre de l'addiction, du fanatisme, pourrait-on dire, ou en tout cas de l'émotion. Aucune surprise non plus à voir d'ailleurs en Place l'objet d'un culte. Place voulait, dans sa poésie, être une figure tutélaire. Elle disait vouloir être une prêtresse. J'ai parlé plus avant de l'intertextualité. Les apparitions de Sylvia Plath, toujours entre guillemets donc, sont extrêmement nombreuses, intermédiales. Pour l'usage de Plath dans la culture populaire, je me permets de vous renvoyer à l'article de Naomi Elias qui s'affiche sur votre écran. Naomi Elias évoque par exemple un extrait de la série Little Fires Everywhere, où les références à Sylvia Plath abondent. Pearl, en effet, une des filles des protagonistes, est dit intello car elle lit The Bell Jar à ses heures perdues. Pour vous résumer l'article, comme l'autrice le dit, la présence de Sylvia Plath ou de The Bell Jar est un visual shorthand, c'est-à-dire une sorte de raccourci iconique pour indiquer que le personnage, forcément féminin, a des problèmes ou est problématique, mais visiblement, c'est la même chose. Et donc, ça vaut pour l'héroïne de Natural Born Killers, pour Annie Cole, et aussi pour Lisa Simpson. De façon peut-être un tout petit peu plus fine, se revendiquer de place, s'inscrire dans une constellation peut être extrêmement signifiant pour nombre d'autrices et de créatrices. Alors j'ai fait des choix dans ces constellations de créatrices qui se revendiquent de place pour parler en particulier du Riot Girl Band Bikini Kill, qui dans un album de 1996 qui s'appelle Reject All American, a une chanson qui s'appelle Bloody Ice Cream, dont les paroles font allusion à Sylvia Plath. Et en fait, les autrices de la chanson disent que Sylvia Plath, finalement, leur donne l'autorisation de devenir créatrice et féministe, mais c'est un pléonasme pour elle. Il y a donc là une première constellation, celle des créatrices inspirées par Plath, nées à la poésie ou au roman par Plath. Et d'ailleurs, cela inclut aussi des amatrices et pas forcément des professionnels. Plath est dotée de ce qu'on pourrait appeler une fan base particulièrement active. Alors, les forums, les blogs dans les années 2000, désormais les pages Facebook, Instagram ou Twitter, dessinent autant de constellations virtuelles fondées sur l'imitation ou la ventriloquie, c'est-à-dire qu'on imite les poèmes de Plath très souvent. Je tenais aussi juste à vous mentionner cet ouvrage, Grace Medlar, The Lost Papers of Sylvia Plath, puisque c'est un livre sur l'effet que fait The Bell Jar aux lectrices. En effet, vous avez deux personnages, Diane Richmond, qui travaille dans une université du Midwest, et Sandra Cole, qui écrit une thèse sur Plath. Et toutes les deux vont redécouvrir des papiers perdus de Plath. C'est un grand mythe qui circule. Et ce qui me paraissait intéressant, c'est qu'elles vont faire des diagrammes et cartographier les structures de la vie de Plath et sa poésie, en un mot, faire des constellations à partir du travail de Plath. Alors, il faut noter aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, ces constellations ne sont pas uniquement féminines, de même que l'écriture féminine peut aussi être endossée par des hommes. En particulier, Little Fugue de Robert Anderson présente un personnage appelé Robert qui décide de devenir auteur à force de lire du Sylvia Plath. Alors, comme je l'ai dit, il y a toujours chez Plath confusion entre la biographie et la bibliographie. Et ça donne lieu à d'autres constellations intimes. On a souvent tendance à décrire Plath comme une étoile malheureuse coincée entre deux hommes, Ted Hughes, dont j'ai déjà parlé, mais aussi son père, mort très jeune, dont elle parle, si c'est bien lui, dans un poème qui s'appelle Daddy et qui est très connu. Donc en fait, alors c'est le début des constellations moches sur le PowerPoint, mais voilà. Donc première constellation, Sylvia Plath en fait coincée entre Daddy et Ted Hughes. Et puis au fur et à mesure de la critique, on a étendu cette constellation intime à des personnages et à des personnages féminins.
en particulier la mère de Plath, Aurélia, dont on a découvert qu'elle avait sans doute tout autant donné ou tout autant souffert à son époux, puisque c'était une étudiante extrêmement brillante qui a épousé son professeur et qui, après la mort de celui-ci, donc le père de Plath, a dû se mettre à travailler dans des travaux extrêmement bas pour son niveau intellectuel. Donc, il y a des opérations de désinvisibilisation des constellations intimes de Plath. On évoque aussi la grand-mère, Ernestine, grande mélancolique. A-t-elle été internée? On n'en a jamais parlé. Là, on la désinvisibilise. Mais il y a aussi des désinvisibilisations, en fait, qui sont plus obscures, en particulier celle de la sœur de Ted Hughes, Olwyn, dont on découvre petit à petit le rôle, puisqu'il apparaît qu'elle détestait Plath et qu'elle a sans doute joué aussi un rôle absolument cardinal dans l'édition des œuvres de Plath. Donc le grand méchant ne serait pas seulement Ted Hughes, mais toute une constellation autour de Plath. Cette constellation intime, elle s'orne aussi souvent de la personnalité d'Asia Wavell, qui est en fait la femme pour qui Hughes a quitté Plath et qui en fait s'est aussi suicidée de la même façon que Plath quelques années plus tard, mais cette fois-ci avec sa fille. Et en fait, c'est aussi une désinvisibilisation parce que Asia Wavell, qu'on réduit souvent à l'imitatrice malheureuse de Plath, était aussi une traductrice émérite et donc une autrice de son plein droit. Et on ajoute aussi, pour finir dans les constellations intimes, très souvent également les enfants de Plath, Nicolas et Frida. Nicolas parce qu'il s'est suicidé comme elle, et Frida parce qu'elle est poétesse comme elle, et puis parce que Frida aussi commente très souvent dans des poèmes les poèmes de sa mère. En particulier, vous avez là un poème à l'occasion de la sortie du film Sylvia en 2003. Et en fait, on a ici par la poésie, My Buried Mother, une dénonciation des constellations forcées autour de sa mère par la fille qui serait la seule à bon droit à créer une constellation. Pour continuer sur cette idée des constellations intimes, je vais me servir justement de Ted Hughes et d'un poème qui est présent dans Birthday Letters. Alors, Birthday Letters, en fait, c'est un recueil de poèmes qui est paru tard, quasiment quand Hughes quand Hughes était à la fin de sa vie. C'est une œuvre testamentaire, c'est des poèmes d'anniversaire, et en fait, ils sont adressés très explicitement à Sylvia Plath. Et en fait, chaque poème de ce recueil reprend des histoires ou des poèmes de Plath. Alors, on pourrait dire que c'est encore une fois Hughes qui reprend la main sur l'écriture de Plath. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce poème qui s'appelle Night Ride on Ariel, donc chevauchée nocturne avec ou sur Ariel, où en fait le poème commence par Your moon was full of women, ta lune était pleine de femmes, et je vous laisse en fait la strophe sur la slide. Après avoir identifié la mer comme première mauvaise étoile de Plath, Ted Hughes identifie 3 autres mauvaises étoiles pour Plath. Olive Higgins Prouty, qui était en fait une autrice qui a financé les études de Plath, Ruth Butcher, qui était sa psychanalyste, et Mary Ellen Chase, qui était sa prof à Smith. Et en fait, le poème est une sorte d'acte d'accusation, puisqu'il reproche à ces femmes d'avoir brouillé la trajectoire de Sylvia Plath, transformant donc Plath en figure icarienne, brisée par 3 parcs jalouses. On a pu identifier en fait ce qu'on a appelé le Sylvia Plath Effect. Alors c'est l'idée en fait qu'il faut avoir une psyché un peu troublée pour écrire de la poésie. On pourrait sans doute parler en fait d'un Ted Hughes Effect, c'est-à-dire une sorte de biais qui fait qu'on lit toute l'œuvre de Plath à l'aune de Hughes, éditeur ou mari. Et puis j'en ai pas encore parlé jusque-là, mais on pourrait aussi parler évidemment d'un Virginia Woolf Effect, c'est-à-dire que le suicide de Plath occulte tout le reste et on fait une lecture téléologique de toute son œuvre. Voilà, il y a une carte du ciel qui a été mise sous le signe de Saturne, donc ça sera toujours comme ça. Et donc ça fausse sans doute un peu les lectures. Alors c'est pour ça aussi, pardon, c'était les constellations dont je vous avais parlé auparavant. C'est pour ça aussi que Sylvia Plath, elle prend toujours place au sein d'un réseau de constellations mythologiques extrêmement plastiques et nombreux. Elle peut être Médée, elle peut être Clytemnestre, elle peut être Isis, elle peut être Perséphone, elle peut être Daphné. Alors en entendant la communication de Marion, je me disais, est-ce que Sappho et tout ça, mais il est absolument certain qu'elle a aussi été identifiée à ces figures de poétesse.
Alors, Hughes en voulait à la mère de Place, ça on a bien compris, et on a essayé de créer des constellations de mères et de filles à Place. Alors, les mères, c'est les sœurs Bronte, Jane Austen, Emily Dickinson, Mary Shelley, et puis, par exemple, dans les filles ou dans les sœurs, je dis plutôt sœurs, puisque Anne Sexton, en fait, a connu Place et elles ont échangé autour de la poésie. Donc, vous avez par exemple Adrienne Rich ou notre prix Nobel de cette année. Alors, donc, Place trouve très aisément sa place dans des constellations. Mais le premier souci, en fait, c'est que si on regarde ce que Place a écrit, ces constellations à elles, elles sont plutôt masculines, en fait. Elles se revendiquent plutôt de Dylan Thomas, de T.S. Eliot, de D.H. Lawrence et surtout de William Butler Yeats. En fait, on sait que quand elle est à Londres, elle se réjouit à l'idée d'habiter une maison. Pourquoi? Parce que dans cette maison, justement, William Butler Yeats a habité. Donc, A Room of One's Own, pour Place, c'est pas tellement Woolf, c'est plutôt Yeats. De la même façon, en fait, lorsqu'elle fait son stage dans son magazine féminin, lorsqu'elle est étudiante, elle voudrait rencontrer Salinger, mais on lui propose Elizabeth Bowen, photo de droite. Donc elle va rencontrer Elizabeth Bowen, et on a l'impression que ces constellations féminines, c'est pas vraiment du goût de Place, que justement elle voudrait en sortir et qu'elle n'a pas du tout envie d'être coincée dans un monde sororal. On pourrait d'ailleurs se dire que le choix d'Ariel, c'est justement un héros peu genré de Shakespeare. Et puis les figures tutélaires que l'on trouve dans la poésie de Place, c'est tout autant la reine des abeilles, Queen Bee, que Superman. Donc il n'y a pas une identification très féminine en fait chez Place. Quant au féminisme de Place, il est aussi très contestable, et ça beaucoup de chercheuses l'ont dit. Alors, si on je pense d'ailleurs sur la biblio, il y a des constellations diégétiques qui sont très peu sororales. Voilà les personnages de The Bell Jar. Alors, Philomena Guinéa, elle a été mal orthographiée, pardon. Et tous ces personnages féminins sont extrêmement peu sympathiques, sauf le docteur Nolan, en fait, qui est en fait une clé pour sa psy, le docteur Butcher, dont on a retrouvé les archives et dont on a un petit peu aussi réévalué la vie et le rôle qu'elle a pu avoir auprès de Place. Donc, elle est en train de sortir de la constellation pour avoir été soudain la mauvaise conseillère de Place, et pas seulement parce que Hughes l'a dit aussi. La cloche de détresse contient d'ailleurs des phrases assez peu sororales, en particulier contre des vieilles femmes ou des lesbiennes, c'est-à-dire que l'héroïne, alors qui n'est pas forcément Place, mais se demande bien ce que ces femmes lui trouvent et surtout ne veut absolument pas leur ressembler. Donc c'est plutôt des repoussoirs que des modèles. Alors, j'ai dit Place peut-être peu de sororité. En tout cas, une chose est sûre, elle a toujours manifesté le désir d'être outlaw. Et en tout cas, on a toujours l'impression que c'est une étoile perdue, comme cet extrait du journal Outcast on a Cold Star. Et pour terminer, en fait, j'aimerais donc me poser la question de savoir si toutes ces constellations construites autour de Place, évidemment, c'est des mythes, évidemment, c'est des fantasmes, et le mouvement actuel consiste à plutôt à réindividuer Place, ou la déconstelliser, si on peut inventer ça. Refaire d'elle ce météore ou cette météorite solitaire que la presse populaire peut voir en elle. Et puis c'est le sens, en fait, de la dernière biographie de Place. Toute l'exégèse autour de Place, elle a été envahie par Jacqueline Rose et The Hunting of Sylvia Plath. Et maintenant, en fait, Heather Clark a écrit The Red Comet, donc la comète rouge. Donc on n'est plus dans une constellation, mais dans une trajectoire solitaire, puisque justement, en fait, Clark veut éliminer toutes les scories d'influence, puisque elle appelle ça le chagrin de l'influence, et en fait remettre Place toute seule dans sa propre trajectoire, et ce sera mon image finale et je conclue là-dessus. Il est d'ailleurs extrêmement symbolique que l'éditeur et sans doute l'autrice aient choisi cette photo où Place est toute seule avec un regard et un profil perdu. Oui, on a coupé cette photo en fait où elle était justement avec Ted Hughes. Donc on sort Place de sa relation avec Hughes et sans doute de toutes les constellations qu'on lui a imposées, peut-être de façon très artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication et puis pour cette interrogation aussi des différentes facettes que peuvent avoir les constellations, à la fois positives et stimulantes, et puis un versant un peu plus sombre peut-être des constellations.
Pour vous remercier, je vais citer les mots de Marie Sertiman qui les a écrits sur le Framapad, sauf si Marie, si tu veux prendre la parole. Mais elle écrit merci beaucoup pour cette présentation. Il y a beaucoup d'aisance et de pédagogie dans votre communication. Dès la présentation de Sylvia Plath, qui permet d'inclure des personnages qui ne sont pas familières de la littérature états-unienne, jusqu'à l'appropriation de son image dans la culture populaire et académique. On a un bel aperçu de l'influence et de l'héritage légué par Sylvia Plath. Encore merci. Vous avez toutes les trois montré le rôle et l'importance des éditrices, des artistes et des chercheuses dans la constitution des constellations. Et je vais commencer le temps des questions par une constellation qui vous est adressée, par une question, pardon, qui vous est adressée à toutes les trois. Comment est-ce que vous intégrez les œuvres et les artistes que vous avez présentés dans un travail d'autoréflexivité, c'est-à-dire dans vos propres réflexions scientifiques, et puis dans une dimension aussi peut-être plus intime, et ainsi que dans vos projets à côté, que ce soit votre pratique artistique, Renata, votre troupe de théâtre, Corinne, ou votre projet de thèse, Marion. Oui, 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 bien sûr. Alors, la première réponse, elle est un peu intime. C'est-à-dire qu'on pourrait se demander si les chercheuses qui travaillent sur Plath ont toujours cette merveilleuse objectivité que l'on demande aux chercheuses. Ça m'a presque soulagée de voir que Sandra Gilbert, en fait, parlait d'une addiction et parlait de « j'ai toujours eu l'impression de la connaître ». Je pense qu'on ne peut pas travailler sur Plath sans un minimum d'empathie, de sympathie. Et qu'est-ce que m'apprend Plath ? C'est aussi quelqu'un qui a essayé d'être universitaire, qui parle beaucoup de la relation pédagogique, des douleurs, des incompréhensions. Donc j'espère qu'elle est une compagne aussi pour moi dans ce sens-là, en fait, dans la relation pédagogique que j'essaye d'avoir avec les étudiantes et les étudiants. Je vois que dans la conversation, en effet, on mentionne Letters Home, Delphine Seyrig et Coralie Seyrig, filmée par Ackerman. En effet, il y a beaucoup de gens en fait, qui ont performé Place aussi, alors parfois même dans des choses absolument terribles et macabres, jusqu'à refaire son suicide. Enfin, mais dès que vous cherchez sur Google, vous allez trouver, en fait, je ne vais pas jusque-là quand même dans la performance. Et sinon, en fait, je ne me suis jamais attaquée à Plath avec ma compagnie de théâtre, sans doute parce que pour moi, elle demeure encore une figure absolument intouchable. Mais par contre, du coup, c'est cette femme peut-être un peu silencieuse qui m'a donné sans doute l'envie de mettre en voix toutes les autrices suédoises du temps de Strindberg que l'on fait taire. Donc il y a une sorte, elle dessine une sorte d'exemple, et pour moi je la vois comme une compagne. Alors je ne peux pas parler d'œuvres me concernant, mais il y a un compagnonnage qui m'accompagne depuis très très longtemps. Et quand je sais qu'il y a des autres chercheuses qui aiment Place, je me dis qu'on peut peut-être travailler ensemble. Ça devient un critère. Ensuite, une question sur Sylvia Plath. Avez-vous travaillé sur une historisation des références féminines dans le champ littéraire de l'époque? Qu'est-ce que cela signifie de se voir refuser une rencontre avec Salinger? Qu'est-ce que cela dit qu'on propose une rencontre d'autrice à autrice? Est-ce que c'est un cantonnement à l'étiquette féminine qui met en marge du littéraire? Alors, première chose, non, je n'ai pas travaillé à l'historiographie, mais il y a des chercheuses qui ont travaillé sur ça, en fait, sur Gistor, en fait, mais sinon, vous me contactez, ça s'appelle, je crois, The Politics of Memory, ou un truc comme ça. Donc, il y a deux chercheuses au moins qui ont retracé, en fait, cette cartographie, et qui ont examiné aussi les clubs de lecture, voire l'enseignement, en fait, de Plath dans les Women's Studies et tout ça, et tout ça. Donc, ça a été pas mal fait, et ça se trouve dans des articles. Alors, en fait, c'est intéressant cette question, pourquoi pas Salinger et pourquoi Elizabeth Bowen, parce que en fait, ça se passe au moment où elle fait son stage en fait dans un magazine féminin qui s'appelle Mademoiselle, et on a aussi beaucoup écrit sur ce magazine féminin, puisqu'on sait très bien que la presse féminine est absolument pas féministe, et ce qu'elle fait en fait à l'intérieur de ce journal, où elle est quasiment pas payée, où on lui offre en fait des robes plus qu'un salaire. Il y a eu des interprétations tout à fait intéressantes,
pour ceux qui ont lu le roman aussi, il y a un moment où en fait elle va à un buffet et en fait elle n'est pas habituée à ça parce qu'elle vient un peu de sa province, donc elle mange beaucoup et puis de toute façon la nourriture est empoisonnée, donc elles sont toutes malades. Et en fait, il y a un chercheur qui a interprété ça comme le capitalisme patriarcal qu'on leur fait ingérer et qu'elles vomissent jusqu'à ce que leur tripes en sortent. Donc il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent être tirées dans ce sens. Et je pense que oui, elle voulait rencontrer Salinger et je pense que bah, ça se fait pas pour une petite jeune fille du Midwest qui doit rester à sa place quand même. Elle va rencontrer une poétesse, elle va pas quand même rencontrer un romancier un peu sulfureux. Alors que la barrière du genre, Sylvia Plath, elle s'y est heurtée sans cesse. Et alors après, c'est des projections, mais il y a beaucoup de gens qui disaient qu'elle avait des attitudes très masculines, et en particulier dans sa sexualité. Donc non, elle n'avait pas envie de rencontrer la poétesse Elizabeth Bowen et de prendre le thé avec elle. Je vous ai montré cette photo parce qu'elle est tellement éclairante avec les deux femmes, avec leur petit tailleur et tout ça. C'est Barthes sur la représentation des écrivains en train d'écrire, quoi. C'est-à-dire les hommes, ils ont une machine à écrire et puis les femmes, en fait, elles sont pas avec une machine à écrire. Et c'est pour ça que sur mon premier slide, en fait, je avais mis Place avec une machine à écrire. Mais il est sûr qu'on a voulu la cantonner à un petit cercle féminin très délicat, puis elle faisait ça avant de se marier, hein. Ça ne devait pas durer très longtemps non plus. Peut-être si je peux ajouter sur Sylvia Plath, parce que vous aviez mentionné Smith. Alors, je vais jouer l'avocate des diables, mais je me demande en fait si Plath n'avait pas envie d'un espace non mixte, mais masculin, où elle aurait pu entrer, parce qu'en en fait, elle a détesté Smith. En fait, elle y est retournée comme enseignante et elle n'a pas continué. Elle a arrêté alors qu'on lui proposait un contrat. Alors, soi-disant, c'était parce qu'elle voulait écrire, mais je pense qu'il y avait aussi quelque chose par rapport à ce collège uniquement féminin qui était absolument désespérant pour elle. Bon, il y avait aussi c'était le genre et c'était aussi la classe, hein. Elle vient d'un milieu modeste, donc il y avait aussi de ça. Mais franchement, donc Smith, elle a détesté son espèce d'hôtel où les hommes ne pouvaient pas rentrer quand elle est à New York. Elle a détesté aussi. En revanche, la seule chose dans laquelle elle s'est sentie bien, c'est la colonie d'artistes de Yaddo, dans laquelle, en fait, ils avaient eu une résidence. Donc, en fait, je pense qu'elle n'était pas tellement pour du non-mixte. Alors, réimplanter maintenant, peut-être, mais encore une fois, sans doute pas pour l'époque, en fait. Bon, en attendant que la connexion revienne, je vais poser une nouvelle question à Corinne François Denève. Je cite ce qui a été écrit. Merci pour votre communication passionnante. Pour prolonger une question précédente, est-ce que la prise de distance avec les auteurs hommes dans The Bell Jar est un moyen de se placer en tant qu'autrice poétesse dans la lignée du canon masculin pour prendre de la distance et ne pas être catégorisée comme femme qui écrit et être simplement writer? Pour construire sa posture d'auteur, en quelque sorte, ça m'interroge puisque je crois qu'elle a peu publié de son vivant. Donc, est-ce que c'est une lecture que l'on peut faire ou non sur place? Alors, si on est sur The Bell Jar, en fait, les références en fait de littérature féminine dans The Bell Jar sont justement des références de low literature, c'est-à-dire c'est vraiment c'est l'autrice Olive Higgins Prouty en fait qui écrit Stella Dallas et tout ça. Donc, ce qu'écrivent des femmes, c'est de la basse littérature populaire. Donc, c'est pas du tout idiot. Oui, il y a sans doute une envie de dégenrer. Enfin, absolument pas de se revendiquer comme autrice, sans doute, mais de dégenrer l'écriture, qui, en fait, pour Place, sans doute, tient plus à l'universel qu'à autre chose. C'est pour ça aussi que le couple, enfin, envisager la création, parce qu'il y a forcément eu des influences entre les deux, Hughes, Plath, l'envisager sous le prisme du couple, c'est sans doute une aporie, en fait, parce que peut-être qu'on peut parler justement de compagnonnage. En tout cas, cette idée, oui, n'est absolument pas idiote de dégenrer l'écriture et de se revendiquer comme auteur pour aller du côté du canon masculin, c'est-à-dire le seul légitime. Après, il y a de l'histoire littéraire et puis c'est presque aussi de la psychanalyse par rapport à la figure du père qui est la seule idéalisée. Voilà, c'est très ambivalent et tout ça. C'est une piste vraiment extrêmement intéressante qui me paraît tout à fait pertinente, en effet. Oui. Avant de faire un temps de pause avant le prochain panel, peut-être que Aurore, tu voudrais partager ce que tu as mis dans la conversation
zoom sur cette idée de collectif et de constellation. Oui, Camille, tu voulais dire quelque chose? Non, pardon, c'est juste que j'avais des questions aussi. J'attendais que Ah, d'accord. Non, c'est pas grave. Il vaut mieux que ce soit Camille qui parle parce que Maris m'a fait remarquer que ma question, enfin ma remarque n'était pas très compréhensible et comme je ne sais pas comment mieux la formuler, je laisse Camille poser ça. Non, mais je trouve que ça fait un très bon pont avec ce qui va aussi être interrogé plus tard. Donc, bon, voilà. On verra après les questions de Camille. Je te laisse la parole, Camille. Non, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais Non. Et j'avais une autre question, pardon. J'avais une question à propos de Sylvia Plath. Parce qu'il se trouve que, enfin, vous avez parlé de Sandra Gilbert, et il me semble que justement, elle parle beaucoup de place dans The Mad Woman in the Attic, et elle la resitue beaucoup justement dans des constellations féminines, et notamment avec les noms que vous avez cités. Donc je me demandais, puisque vous avez dit que finalement ce sont des constellations dans lesquelles elle ne se reconnaissait pas elle-même, s'il y a une manière d'étudier Place en lien avec d'autres écritures ou d'autres œuvres de femmes sans forcer une inclusion dans une constellation créatrice qui ne lui conviendrait pas. Est-ce qu'il y a une manière de faire les choses quand même sans distordre l'intention même de l'autrice? Je suis pas sûre qu'il y ait une façon de faire, puisqu'on est bien d'accord que de toute façon, même quand on fait de la recherche, on construit. Donc forcément, on construit pour que ce soit déconstruit plus tard. Je suis pas sûre non plus que ce soit absolument inepte, comme le fait Gilbert, de mettre place à l'issue de Bronte, Austen et tout ça, parce que quand bien même elle ne s'en revendique pas, nous, à l'aune de l'histoire littéraire, il y a quand même des constellations ou des lignages qu'on est en droit de faire et qui ne sont pas forcément vus et qui gênent peut-être les autrices pour le coup. Mais en fait, nous, c'est sans doute notre droit. En fait, l'idée, c'était vraiment qu'on avait sans cesse constellisé Sylvia Plath. C'était un peu ça, en fait, mon idée. Que ce soit de l'intime, que ce soit dans l'histoire littéraire. Parce qu'en même temps, comme c'est une poétesse morte très jeune, on va chercher les influences et puis on ne veut pas que ça s'arrête là, donc on va chercher chez qui ça renaît, en fait. Donc il y a quelque chose de très humain dans ça. C'est pas pour ça que tout ça est problématique, mais du coup, mon idée, mais c'est une idée qui a déjà été abordée, c'est que le féminisme de place, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un rapport très sororal non plus. Donc, à la limite, pour vous répondre, j'aurais presque envie de vous dire ah non, mais il n'y a pas de méthode pour la remettre en lien avec des écritures d'autrices, il faut la remettre en lien avec des écritures tout court, en fait, hein, pour reprendre un petit peu le fil de la question précédente, c'est-à-dire que fondamentalement, on en fait une autrice invisibilisée, silenciée, et on insiste beaucoup sur son genre, mais je pense que, alors qu'elle n'a cessé d'écrire sur le genre, la maternité, l'allaitement, les limitations de la femme au travail et tout ça, mais je pense qu'elle aurait sans doute trouvé qu'elle était un peu trop genrée pour le coup dans l'appréciation de son écriture en fait. Donc il faudrait sans doute vraiment pour le coup que les constellations soient extrêmement larges. Et après, s'il y a une sorte de déontologie du chercheur et de la chercheuse, fort heureusement, on est quand même en sciences humaines. Donc voilà, moi je pense qu'à partir du moment où on construit un lien, ce que fait Gilbert dans The Mad Woman in the Attic, et que ce lien a de la pertinence, il est forcément valable, et que Plath n'y est pas pensé, et qu'elle préfère être la fille de T.S. Eliot, mais ben non. Parce que quand elle fait du T.S. Eliot dans ses poèmes, c'est pas très bon. Donc, parce qu'elle avait en effet cette anxiety of influence, en fait. Et tous ces modèles masculins faisaient que, en fait, Ted Hughes, au début, quand il lit sa poésie, hein, c'est la bonne poésie académique américaine, bien scolaire. Et il y a un moment, en fait, ça sort d'elle, ces modèles masculins. Alors, évidemment, on peut se dire que c'est un accouchement à son vrai être féminin et tout ça et tout ça. Et je pense qu'à partir du moment où on construit avec des liens, encore une fois, solides, c'est pas qu'on peut tout dire, mais je pense on peut tout dire. Mais en tout cas, il faut sans doute élargir en dehors du seul prisme genré de l'écriture. Merci beaucoup. Je vais lire la dernière question de ce temps de questions avant de donc laisser la parole à Aurore. C'est une question de Marie Sertiman pour vous, Corinne. Vous avez esquissé un peu la notion de ventriloquie autour de l'œuvre et de la figure de Sylvia Plath. Avez-vous pu saisir des mécanismes de destitution dans ce procédé ventriloque ou a-t-il été développé dans une démarche co-discursive?
Alors, quand j'ai parlé de ventriloquie, c'est un mot qui apparaît plutôt pour les amatrices, en fait, qui se mettent à faire du Sylvia Plath ou à faire de la poésie comme faisait Sylvia Plath. Donc, on n'est pas dans la destitution, on est plutôt, oui, dans une co-construction, j'allais dire, voire dans une connaissance à la poésie. C'est-à-dire que là, Plath accompagnerait ou légitimerait l'écriture poétique. S'il y a destitution, je le verrais plus... non pas dans cette opération de ventriloquie, mais dans performing, enfin, la performance de place, en fait. C'est-à-dire toutes les artistes, je vous en ai déjà parlé, toutes les artistes ou tous les artistes qui reprennent finalement le corps de place, celles qui rejouent par exemple le suicide et qui en font des photos et des installations. Pour moi, c'est de l'ordre de la destitution, voire du sacrilège, voire une destruction iconoclaste, mais peut-être qu'on casse la persona Sylvia Plath, parce qu'en même temps, elle est tellement représentative des années 50 américaines, tellement représentative aussi d'une construction presque publicitaire. Acheter The Bell Jar, c'est l'ouvrage des suicidaires. Donc, bon, et puis elle s'est détruite en mettant sa tête dans un four. Donc, il y a aussi le jeu avec le feu, en fait. Donc, ces artistes rejouent pour le coup une destitution qui est une désacralisation. Bon, puis elle a beaucoup manié le phénix et tout ça. Donc, c'est de cet ordre-là. Donc, je ne dirais pas la ventriloquie pour toutes ces amatrices qui font de la poésie imitant Plath. Je ne dirais pas destitution, mais sans doute pour toutes ces performeuses, en fait, qui reprennent place, oui, c'est sans doute de l'ordre de la destitution, mais pour peut-être la réinstaurer dans des nouveaux droits plus authentiques. Si j'ai bien répondu à la question. Merci beaucoup. Et donc, Aurore, je te laisse la parole avant le temps de pause. Oui, bon, alors ça me met un peu la pression parce que j'avais juste improvisé un petit commentaire dans le chat de Zoom, mais je me faisais juste la réflexion par rapport à ce colloque qui avance et puis tout ce qui se passe autour, toutes les réflexions qu'on a eues aux jazzeuses et beaucoup sur Twitter, les colères aussi qu'on a eues, etc. Que ce sera intéressant de passer de l'image des constellations qui est super intéressante, on le voit, hein, qui est super riche, qui crée plein de choses, mais qui en même temps pose plein de problèmes, et notamment le problème de cette idée de on va valoriser des œuvres de femmes en les laissant entre femmes. Enfin, ça pose plein de problèmes. Et je trouve ça super intéressant de passer à l'idée du collectif plutôt, qui finalement est toujours là, sous-jacente, mais qu'on n'a pas encore vraiment interrogé pendant ce colloque, mais je disais sur Zoom dans le chat que ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc voilà. Et c'est un super teasing. Donc, on va faire une pause jusqu'à 15h05 et puis on se retrouve pour le deuxième panel de la journée. Merci encore aux trois intervenantes et puis à tous et toutes pour vos questions qui ont permis d'avoir ces échanges passionnants. À tout à l'heure.